Qualifier les défauts de la presse, je retiens une presse injurieuse qui insiste à la violence et à la xénophobie, mais aussi une presse qui est muselée par les institutions politiques, et de sorte que les acteurs ont du mal à se défaire des chapelles politiques. À vous lire, c'est à désespérer dans la presse. Bon, enfin, c'est un contexte. Hein. Vous savez, les questions d'éthique, lorsqu'on parle d'éthique, on parle de comportement, on parle de changement de comportement. Et le changement de comportement est un processus. C'est vrai, lorsque on fait un parcours, hein, on regarde 10 ans, depuis 10 ans, je prends seulement 10 ans, il y a eu des améliorations quand même. Aujourd'hui, il y a des organes de régulation et d'autorégulation qui essaient tout de même de rappeler la presse et les médias à l'ordre. Donc c'est vrai que la presse est injurieuse. On remarque en Côte d'Ivoire qu'il y a une trop grande politisation des médias, de telle sorte qu'il est difficile d'avoir une presse alternative. Alors que le journaliste, normalement, il doit être la voix des sans-voix. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut dire, on peut trouver des médias qui sont la voix des sans-voix? Ils sont là. Ça dépend de quel côté on est. Mais toujours est-il que les médias Ça dépend ivoiriens... du côté de la languette alors. Ça dépend de quel côté on est. Il ne doit pas avoir de côté en fait. On doit être toujours... Non, toujours est-il que les médias ivoiriens ont fait des efforts considérables. Ça, il faut le remarquer. Depuis ce qu'on a appelé le printemps de la presse en 90 jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des avancées. Les médias ont fait ce qu'ils pouvaient pour accompagner les différents processus. Mais qu'on retienne une chose, les journalistes à eux seuls ne peuvent pas faire la paix totale d'un pays tant que la volonté politique n'y est pas, tant que les hommes politiques, eux, s'arment pour s'attaquer. Les journalistes ne peuvent rien. Il faut qu'on le retienne. Alors, l'éthique, c'est une affaire de société. Juste un mot pour que les téléspectateurs comprennent bien. Rapporté à une actualité du jour. La publication par le journal français Charlie Hebdo des caricatures du prophète Mohammed. Où est la place de l'éthique par rapport à cela en comparaison avec le droit d'information? Ok, alors donc, cette question pose en fait deux problèmes, deux observations. Il y a d'abord le problème de la liberté d'expression même. Jusqu'où on peut être libre, jusqu'où on peut tout dire. Et puis il y a aussi la question du respect religieux, du respect des religions. Au nom de quoi, moi, journaliste, je dois, au nom de la liberté de presse, de la liberté d'expression, m'attaquer à des symboles fondateurs d'une religion. Donc c'est vraiment un débat, c'est un dilemme. Hein, c'est un dilemme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit les conséquences de la publication, par exemple, de ce film L'innocence des musulmans. L'innocence des musulmans. On voit aujourd'hui les conséquences. Donc, selon les contextes, il faut quand même un peu mesurer certains axes, mesurer les écrits, penser au fait que le travail de journaliste, de professionnel des médias, c'est pour participer à la construction d'une société paisible, à la promotion de la dignité humaine. Donc, par rapport à Charlie Hebdo, je pense que c'était pas, le contexte ne s'y prêtait pas. Okay. Saint-Claver Oula, on va parler du JV11 après la suspension des sanctions imposées par le CNP. C'est plus une suspension ou une levée des sanctions? C'est une suppression des sanctions. Si vous voulez que je m'exprime ainsi. Non, je me fonde sur Oui, en fait, c'est pour vous dire quoi? Que c'est à juste titre que le CNP a levé la sanction qui nous frappait. Vous savez, le CNP nous dit que de décembre à avril, une période de l'histoire de notre pays, une histoire officielle de notre pays, le CNP dit que les événements qu'il y a eu pendant cette période-là. Ce n'est pas le CNP qui dit. Oui. C'est une ordonnance qui rend illégal le gouvernement mais cher de la Aîné, période dont vous parlez. Cher Aîné, cette ordonnance, elle est contestable. Les juristes pourront épiloguer là-dessus. Parce qu'au cours de cette période, il y a eu des naissances, il y a eu des actes de naissance qui ont été établis. Il y a eu des mariages, des actes de mariage ont été établis. Il y a eu des opérations financières. Les fonctionnaires même ont été payés. Alors qu'on nous dise que ces actes de naissance, ces actes de mariage, ces opérations financières qui ont été établies durant cette période sont illégaux. Ça n'a pas existé. Bon, ça, les juristes pourront épiloguer là-dessus.
ou à défaut, on supprime et on fait un rappel des fonctionnaires. Ou bien on poursuit les fonctionnaires pour recel. Donc, ça, au finish, les sanctions sont levées. La sanction est levée. Mais Oui. ce que je vais vous dire, pourquoi nous sommes victimes d'injustice et que c'est à justice le CNP. Très rapidement, parce que nous avons Parce d'autres que choses. vous voyez, les mêmes erreurs qu'on nous reproche, ces mêmes erreurs sont commises par les autres confrères. Vous voyez, le Patriote, du 9 septembre. Oui. Le Patriote, on nous dit que ces personnalités, durant cette période, n'ont pas eu ce titre. Le Patriote nous dit qu'on est Katina, ex-ministre. Bon, c'est fini, c'était juste un éclairage. Oui, hein, donc, c'était juste un éclairage. oui. Et puis encore, pour subir une sanction, le CNP doit vous notifier la décision. Nous n'avons pas eu de notification. Ce que nous avons constaté, c'est lorsque nous nous sommes rendus à l'imprimerie ou chez le distributeur, que ces personnes-là nous disent, on a reçu une décision, vous avez été sanctionné. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous disons que nous sommes victimes d'arbitraire, d'injustice. Parce qu'on nous dit à nous, journalistes qui sommes historiens de notre époque, de ne pas parler d'une époque. Mais les historiens, dans 10, 15, 20 ans, ils parleront de cette époque et ils diront, pendant cette époque, des personnalités qu'il y a eu, c'est tel qui a eu tel titre, c'est tel qui a eu tel titre. La cause est entendue. La cause est entendue. Oui, très rapidement, messieurs. Je voulais dire qu'on l'a écrit quand il y a eu ces sanctions contre les journaux bleus. Nous, on l'a écrit, on a même décerné notre médaille au CNP pour dire la liberté de la presse, elle n'est pas discutable. Ça, on est tous d'accord dessus. Mais en même temps, cela appelle de notre part beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, quand j'entends les critiques de nos confrères de la presse bleue, et puis surtout la conférence de presse qu'a animé le secrétaire général du FPI, M. Richard Kodjo, il a dit mais il faut un peu de modestie dans les critiques. Parce que l'histoire est quand même assez récente. Il n'y a même pas encore 2 ans, de la période de décembre 2010 à avril 2011. On peut énumérer. Le nouveau réveil est suspendu pour 6 jours. Le jour plus suspendu pour 1 mois. Après 2 amendes de 3 millions. Le mandat suspendu pour 26 jours. La même période, du 18 février 2011 au 25 mars 2011, tous les patrons de presse ont été à la police criminelle, y compris moi-même. Donc on était tous traqués dans cette période-là. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a plus d'injustice qu'il y a eu hier. C'est pour dire que nous devons tous être responsables. Le CNP sanctionne tout le monde au même niveau. Donc il n'y a pas une presse qui est plus ciblée que notre presse. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse preuve de modestie dans ce qu'on écrit. Et donc, une faute qui a été commise par notre voix, qui a été sanctionnée par le CNP, venir la reprendre, même si c'est pour un acte de solidarité, mais ça va entraîner la réaction du CNP. Vous dénoncez la méthode. Voilà, Okay. c'est tout. Non, cher confrère, Saint-Claver, vous êtes déjà... Ça dit de façon générale. Saint-Claver. De façon générale, nous ne disons Saint-Claver, pas... un instant. Vous êtes déjà exprimé sur ces questions. On va Je laisser... voulais dire à nos confrères Oui. des journaux proches du FPI et proches du président Laurent Gbagbo d'arrêter de se mettre dans une position de victimisation absolue. Parce que le fait même de se faire appeler des journaux victimes du 11 avril, parce que le 11 avril, non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Le 11 avril, c'est tout le monde. Il y a eu un avant 11 avril, il y a eu un après 11 avril. Il faut s'enlever l'idée d'être les victimes. Ok, les sanctions arrivent maintenant au moment où on ne s'y attendait pas. Le CNP a-t-il bien agi, a-t-il mal agi? Chacun va apprécier en fonction de la loi que chevauche le CNP. Mais il faut arrêter de se victimiser. Bon, on va clore là-dessus puisque toutes les choses se sont aplanies, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous signaler qu'on a enregistré cette semaine de nouvelles attaques contre les FRCI, à Noé, à la frontière avec le Ghana, et à Port-Boué contre des gendarmes et des policiers. On ne connaît pas encore les auteurs, mais cela va créer une psychose au sein des populations. Ça devient récurrent. Ce qui est le plus étonnant, c'est que ça remet en cause les déclarations de nos autorités qui disent avoir arrêté ceux qui ont attaqué quand il y a eu les autres attaques. Ça remet en cause ce qui a été dit jusque-là. Parce que nous, on l'a toujours écrit, est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre une erreur grave en laissant les vraies causes pour aller nous attaquer aux problèmes superficiels? On a dit que tous ceux qui ont attaqué à Kwedo ont été arrêtés. Ça a été écrit dans la presse ici. Ceux qui ont fait les opérations à Dabou, on nous a dit qu'ils ont été tous arrêtés. Et que c'est le camp de M. Gbagbo qui attaque. M. Douati et d'autres personnes sont en prison. On a tous dit ça. Et puis voilà, le jour où le chef de l'État
va pour rendre hommage aux personnes qui ont été tuées pendant ces périodes, d'autres attaques reviennent. Ça pose le problème de est-ce que la vérité est dite aux Ivoiriens quand ces attaques sont posées? Est-ce que ceux qui sont arrêtés qu'on nous présente sont vraiment ceux qui ont fait ces opérations? Parce que ça semble tellement flou qu'on a l'impression qu'on est en train de jouer avec nos vies. Et donc, ça soulève beaucoup d'interrogations. On devrait pouvoir mener le débat et demander aux autorités de faire un peu attention comme ça. Alors, quels sont... Oui. Ça soulève beaucoup d'interrogations dans la mesure où on est en mesure de s'inquiéter, de nous demander si notre sécurité est véritablement assurée. Est-ce que le gouvernement a les moyens pour assurer la sécurité des Ivoiriens? Le gouvernement a déjà assumé ça. Oui, mais il y a des attaques répétées. Il y a eu des attaques à Yopougon, à Bégerville. On ne comprend pas, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que le gouvernement a les moyens d'empêcher ces attaques-là? Est-ce que le gouvernement est en mesure d'assurer notre sécurité? Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est de dire quelles sont les dispositions nouvelles qu'il faut prendre pour parer ce genre d'attaque. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, à la cérémonie d'hommage aux victimes le vendredi, du moins le jeudi, au camp Galeni, a dit ceci: chers camarades, vous êtes tombés pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous saurons réagir pour rester dignes dans le combat que vous avez mené et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'attaquent aux Ivoiriens. Et c'est ce même soir qu'il y a eu des attaques à Port-Boué, ça veut dire à l'intérieur des corridors érigés à Abidjan. Vous voyez ça comme de la provocation? Non seulement c'est de la provocation, mais c'est un pied de nez. Alors ça nous amène à poser la question, est-ce que les dissolutions sont véritablement prises? Si oui, pourquoi ces infiltrations? Alors le verre est dans le fruit. Ou alors, quels sont les rapports relationnels entre la Côte d'Ivoire et ces pays limitrophes? Le Ghana, le Libéria, où on ne tarde pas à jeter un coup d'œil lorsqu'on dit que telle frontière est attaquée. Quels sont nos rapports avec le Ghana et le Libéria à l'heure actuelle en matière de sécurisation de nos frontières? Donc, ce que je veux dire, c'est que, véritablement, il faudrait que l'armée parle moins, mais qu'elle prenne toutes les dispositions. La grande muette. Oui, c'est la grande muette. Il ne faudrait pas qu'elle soit la grande bavarde. Et puis au moment où elle est en train de nous parler, des actes se produisent. Donc que l'armée parle moins, qu'elle applique. Et quand on sera au résultat fiable, qu'on nous les présente de bonne foi. Voilà ce qui s'est passé. Mais à partir de ce moment, vous êtes en sécurité. Alors on peut dormir tranquille. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale a décidé que dorénavant, il n'y aurait plus d'activité politique et syndicale au primaire et au secondaire. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui est tout aussi nuisible, mais dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de la drogue à l'école. En avez-vous eu connaissance dans vos journaux? Est-ce que vous avez couvert des cas comme ça? Bon, en ce qui nous concerne particulièrement au Nouveau Courrier, nous n'avons pas investigué sur un cas pareil. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est vraiment la dépravation des mœurs et le phénomène récurrent de la drogue, de l'alcool même. Nos jeunes aujourd'hui s'intéressent plus à ces phénomènes-là qu'à d'autres phénomènes, c'est-à-dire le suivi à la maison, à l'école, les parents qui laissent le suivi aux enseignants, les enseignants aussi qui ne peuvent pas suivre tout le monde à la fois puisqu'ils ont une multitude d'élèves sous leurs bras. Cela pose véritablement un problème. C'est un problème social, un problème d'éducation même de façon générale de notre société. Moi, je voudrais surtout rebondir sur ce que vient de dire Claver Oula. Quels sont les établissements aujourd'hui autour desquels il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de débit de boissons, il n'y a pas de café noir, il n'y a pas de... Il y a un peu de dealers. Il n'y a pas de dealers. Et quels sont ces établissements qui prennent la peine de fouiller au moins les trousses, ne serait-ce que les trousses des élèves qui arrivent tout en sueur et qui veulent rentrer comme ça? Ils se comptent sur le bout des doigts, pour ne pas dire qu'ils ne se comptent même pas. Alors, cela pose un véritable problème de responsabilité, tant au niveau des responsables de ces établissements, mais également des parents d'élèves. Il ne suffit pas de confier tout au professeur. Mais quand on accompagne son enfant, qui n'arrive pas à l'école, il dit « Papa, je descends ici » et qu'on le laisse là, qu'on repart à la maison. Entre l'école et le lieu où on l'a descendu, qu'est-ce qu'il fait? Quand on donne à son enfant
un ordinateur portable alors qu'il n'est même pas encore en 3e. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse si ce n'est pas pour aller sur Je vous signale qu'on vient d'introduire la possibilité de l'ordinateur à l'école. Ça ne peut pas être un délit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'aller sur Facebook? Qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher d'aller sur des sites pornographiques? Et même, il y a des dealers qui ont leurs sites, qu'on contacte directement. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? En plus de cela, je voudrais également revenir sur les histoires de droits d'inscription pour les élèves affectés en 6e dans les établissements privés. Ça ne fait pas partie de mes préoccupations d'aujourd'hui. Oui, moi, c'est mon préoccupation. À qui on demande 130 000, 150 000. Oui. Ça fera l'objet d'un autre Moi, je pense que le problème, il est assez profond. C'est toute la société même qui a un problème. Je me souviens très bien, il y a 2 ou 3 ans de cela, en France, on devait rapatrier un jeune Malien que la police poursuivait, qui a préféré se jeter dans l'eau pour se suicider que de revenir au Mali. Ça pose un problème. Dès que les 18 heures, vous voyez ces petites filles de 12 ans qui sont au bord de la route, qui sont en train de se prostituer, vous voyez ces jeunes gens, des garçons qui se prostituent maintenant, ça pose le problème de quel est l'espoir que l'État offre aux jeunes. Il n'y a plus de perspective. Que les parents aussi. Que les parents aussi, bien sûr. Que les parents aussi. L'État ne peut pas être seul responsable. Bien sûr. Mais il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de valeur. Pourquoi voulez-vous que les gens se tuent à étudier pendant qu'on ne valorise pas ceux qui travaillent? Voilà, ça pose toutes ces questions. Et donc, je me dis que c'est un problème crucial. Il va falloir qu'on revienne aux valeurs et pour que le pays redécolle. Sinon, si on continue à célébrer les mauvais exemples, on continue à célébrer les faux modèles, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On va conclure avec vous, Célestin Gnonzion, parce qu'on a parlé d'éthique, de déontologie, ça ne concerne pas seulement les médias. La preuve, le gouvernement vient d'introduire un code de déontologie au sein de la fonction publique pour améliorer le travail des fonctionnaires. Alors je voudrais qu'on conclue sur les solutions, sur les questions que j'ai posées à vos collègues avant de commencer. C'est vrai qu'il faut retourner aux valeurs, mais il faut peut-être faire comme dans d'autres pays, hein, où on demande quand même les cartes d'identité à aux enfants, par exemple, qui vont acheter de l'alcool. C'est-à-dire, c'est pour interdire, par exemple, à un jeune de moins de 18 ans d'acheter une bière ou bien d'acheter du vin. Donc, peut-être qu'il faut que le gouvernement pense à instaurer ces mesures de contrôle, de telle sorte que les jeunes d'un certain âge ne puissent pas avoir accès à l'alcool. Ceci dit, je mets l'accent sur l'adoption du code d'éthique, hein, le projet de loi pour le code d'éthique applicable au niveau des services publics. Je salue cette initiative-là, mais je me dis que ce n'est pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Parce que c'est un processus, hein. Il faut d'abord expliquer ce code-là aux fonctionnaires et puis il faut arriver à un système où il y ait en Côte d'Ivoire une sorte d'éthique du service public. Il faut qu'il y ait une éthique du service public. Il y a cet ordre du mérite qui institue aussi et qui va se fonder sur la reconnaissance du travail de l'individu et tout ça. Ça peut constituer un déclic. Oui, ça peut constituer un déclic et puis il faut aussi que, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une société démocratique ou en voie de démocratisation. Or, l'un des aspects, l'un des critères sur lesquels on juge une société démocratique, c'est un état de droit. C'est-à-dire l'existence d'un état de droit, un état où tout le monde n'est pas, où il n'y a personne au-dessus de la loi. Tout le monde a les mêmes contraintes, les mêmes devoirs. Tout le monde a les mêmes contraintes. J'apprécie l'avènement de ce gouvernement. Les ministres, lorsqu'ils ont été nommés, on a appris qu'ils ont fait des serments sur la base d'un code d'éthique. Non, ils l'ont fait, on l'a vu à la télévision. Non, je vais terminer. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, après plusieurs mois qu'ils sont là, est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'ils appliquent eux-mêmes leur code d'éthique et de déontologie qui se sont fixés avant de passer aux fonctionnaires publics? Alors, donc, il faut qu'eux-mêmes, c'est vrai, c'est un bon exemple. Bien sûr. Il faut qu'eux-mêmes, ils appliquent le code d'éthique et de déontologie. Ça va être un modèle. Parce que vous savez, lorsque celui qui est au sommet, votre chef, c'est-à-dire le management, ça commence d'abord par des exemples. Un bon manager, c'est celui qui donne le bon exemple. Vous savez, ministre, le mot ministre, ça veut dire celui qui est au service des autres. C'est pourquoi dans les communautés religieuses, le ministre est le serviteur, l'intendant qui... Voilà. On dit que le gouvernement met en place un code d'éthique pour la fonction publique. Eux-mêmes ont prêté serment sur un code d'éthique
Mais on produit un document qui prouve que le chef de l'État, à un conseil des ministres, a demandé au ministre d'arrêter de racketter les détenus souhaités. C'était une instruction verbale. Mais ça a continué au point d'amener le Premier ministre lui-même à prendre une lettre pour donner injonction au ministre d'arrêter de demander de l'argent aux directeurs de sociétés qui sont sous leur tutelle. C'est des pratiques établies depuis des années, Oui, ça. mais justement, il faut que ça cesse. il faut que ça cesse. Donc quand un ministre fait ça, il ne peut pas demander à son directeur d'avoir un code d'éthique. Pourquoi? Le ministre lui-même est quelqu'un qui raquette. La preuve est là, qui raquette les directeurs de sociétés. Et puis bon, il parle de bonne gouvernance, il parle de code de déontologie, il parle de code d'éthique. Quel exemple eux-mêmes envoient d'abord aux Ivoiriens avant de demander aux autres d'appliquer le code d'éthique? On a un document qui prouve qu'ils raquettent eux-mêmes les détenus souhaités. Même les fonctionnaires à qui on demande de faire cas d'éthique, c'est vrai. Effectivement, le constat est clair aujourd'hui, c'est que dans les administrations publiques, il y a des fonctionnaires qui viennent au travail à 11h, qui retournent à midi. Les horaires sont codifiés maintenant. Oui, les horaires sont codifiés, mais ça continue toujours. Mais en même temps, quand vous demandez un rendement aux fonctionnaires, il faut mettre les moyens à leur disposition. Il faut qu'ils aient les moyens. Cela pose aussi le problème de l'appropriation des codes d'éthique par les journalistes ivoiriens. On demande aux journalistes ivoiriens, par exemple, moi je critique ça, de ne pas accepter les PRDM, de ne pas prendre de l'argent lorsqu'ils vont couvrir des manifestations. Mais je dois aussi avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des journalistes qui n'ont pas de salaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête. Prochain rendez-vous du Club de la Presse dimanche. Après le flash de 18h, c'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne soirée.